Arrêtez de vous acharner. Ce que vous désirez désespérément vous fuit, non pas par cruauté, mais parce que cela répond à votre état d'esprit. C'est la loi de l'inversion. Plus vous courez après quelque chose, plus vous affirmez son absence. Neville Goddard disait « Vous attirez ce que vous croyez être. Pas ce que vous voulez, mais ce que vous incarnez. » Dans cette vidéo, vous apprendrez comment lâcher prise n'est pas abandonner, mais s'aligner. Nous découvrirons pourquoi l'abandon fonctionne, comment votre identité subconsciente façonne votre monde, et comment vivre à partir de la fin, là où votre désir existe déjà. Plus vous courez après quelque chose, plus il s'éloigne. Ce n'est pas seulement poétique, c'est énergétique. C'est la logique étrange de la loi de l'inversion. Plus vous essayez de réussir, plus vous affirmez que vous n'y êtes pas encore. Plus vous aspirez à l'amour, plus vous déclarez son absence. C'est une loi cachée à la vue de tous, qui dirige discrètement les vies en coulisses. Alan Watts l'appelait la loi de l'effort inversé. Neville l'a vécu. Il disait « Ne conditionnez pas votre désir. Osez simplement supposer que vous êtes déjà ce que vous voulez être. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous ne changez pas votre monde en courant après un résultat. Vous changez votre monde en entrant dans l'état du vœu exaucé, en étant la version de vous-même qui n'a plus besoin de courir après. Ce principe n'est pas nouveau. Lao Tse en parlait à travers le Wu Wei, l'action sans effort. Steve Jobs l'a découvert en disant « On ne peut relier les points qu'en regardant en arrière. » La transformation commence non pas lorsque nous nous efforçons, mais lorsque nous lâchons prise. Avez-vous remarqué? Le travail apparaît après que vous ayez cessé d'être obsédé par les candidatures. L'appel arrive lorsque vous cessez d'attendre près du téléphone. La solution se présente après que vous ayez relâché votre emprise sur le problème. Alors voici la vraie question. Agissez-vous à partir d'une croyance? Ou réagissez-vous par manque? Vous voyez, la loi ne vous punit pas, elle vous reflète. Et si vous vivez dans un état de « je ne l'ai pas encore », alors même vos efforts les plus déterminés ne font qu'ancrer cette supposition plus profondément. Alors, faites une pause. Tout de suite. Que se passerait-il si vous cessiez de courir après et commenciez à vous imprégner du sentiment que c'est déjà à vous? Parce que lorsque vous le faites, la réalité commence à se réorganiser autour de ce nouveau centre. Le désespoir repousse, la certitude attire. Le désespoir n'est pas un défaut de votre caractère, c'est un signal. Et c'est un signal auquel le monde répond avec précision. Vous pensez peut-être que votre désir est clair et puissant, mais si en dessous il y a de la peur, de l'urgence ou du manque, c'est le vrai message qui est reçu. Vous ne demandez pas à partir de la plénitude, vous demandez à partir du vide. Neville disait « Changez votre conception de vous-même et vous changerez automatiquement le monde dans lequel vous vivez. » En d'autres termes, le monde reflète votre identité, pas vos mots, pas vos efforts, pas même votre passion. Lorsque vous vous sentez désespéré, vous rayonnez la séparation. Mais lorsque vous supposez que votre désir est déjà vôtre, vous diffusez la certitude, et la certitude est magnétique. Prenez l'exemple de Henry, un artiste en difficulté. Il suppliait les galeries de prendre son travail. Rien. Le moment où il a cessé de courir après et a commencé à vivre comme si son succès était inévitable, les opportunités l'ont trouvé. Des collectionneurs l'ont contacté. Son art a commencé à se vendre. Il y a aussi James, un jeune entrepreneur qui n'arrivait pas à trouver des investisseurs. Il a révisé son histoire intérieure, non pas en forçant la confiance, mais en s'imaginant déjà célébré, déjà digne de confiance. En quelques semaines, il a attiré un partenaire qui croyait en sa vision. Ce ne sont pas des miracles, ce sont des reflets. Lorsque vous ne suppliez plus la réalité de vous donner quelque chose, et que vous vous comportez plutôt comme quelqu'un qui le possède déjà, vous devenez la source, et non le chercheur. Alors posez-vous honnêtement la question. Essayez-vous toujours de l'obtenir, ou avez-vous décidé que c'est déjà à vous? Ce changement d'identité est le véritable début de la manifestation. L'identité subconsciente est le saboteur caché. Vous n'attirez pas ce que vous voulez. Vous attirez ce que vous êtes, au niveau le plus profond, souvent invisible. Ce niveau est votre identité subconsciente. Neville enseignait que le monde est vous-même projeté à l'extérieur. Mais quelle partie de vous? La partie que vous ne voyez pas. Les croyances qui n'ont jamais été choisies, seulement héritées, à travers l'enfance, l'école, les médias et la culture. On vous a appris qui vous êtes avant que vous ayez eu la chance de décider. Des croyances sur l'argent, sur l'amour, sur la valeur. Elles n'étaient pas les vôtres. Mais maintenant, elles fonctionnent silencieusement en arrière-plan, façonnant ce que vous attendez, ce que vous acceptez et ce que vous rejetez, sans même que vous vous en rendiez compte. Des études montrent qu'environ 95% de nos pensées, comportements et décisions proviennent du subconscient. Cela signifie que même lorsque vous voulez consciemment le succès, votre subconscient peut toujours croire que vous n'en êtes pas digne. C'est pourquoi les affirmations peuvent sembler creuses. Pourquoi l'effort ne mène parfois nulle part.
Ce n'est pas votre désir qui est faible, c'est que votre identité le contredit. Neville disait, pour être transformé, toute la base de vos pensées doit changer. Mais vos pensées ne peuvent pas changer à moins que vous n'ayez de nouvelles idées, car vous pensez à partir de vos idées. Alors, à partir de quelles idées sur vous-même pensez-vous encore? Êtes-vous celui qui doit toujours faire ses preuves? Celui qui se débrouille, juste? Celui qui n'est pas tout à fait prêt? Tant que vous ne mettez pas à jour ce script interne, la vie n'a d'autre choix que de refléter l'ancienne histoire. Et cette ancienne histoire n'est pas qui vous êtes vraiment. Réécrivez votre script interne. Si votre vie est le reflet de votre identité subconsciente, alors le changement commence non pas par l'action, mais par la supposition. Neville appelait cela « vivre à la fin », incarner l'état de déjà avoir, de déjà être épanoui. Mais la plupart des gens vivent dans la salle d'attente de la vie, reportant la joie jusqu'à ce que quelque chose se produise. Ils disent « une fois que j'aurai le travail, alors je me sentirai réussi » ou « une fois que je serai amoureux, alors je me sentirai digne ». Cet ordre est inversé. Vous devez le ressentir d'abord, intérieurement, vivement, sincèrement. Alors, et seulement alors, cela s'exprimera dans le monde extérieur. Pour commencer à réécrire le script, commencez par identifier ce que vous croyez inconsciemment. Quelles sont vos suppositions sur l'argent? Sur l'amour? Sur ce que vous méritez? Ensuite, remplacez ces suppositions, non pas par une positivité aveugle, mais par une certitude incarnée. Au lieu de « je vais réussir », passez à « je suis déjà le genre de personne vers qui le succès afflue ». Utilisez des scènes qui impliquent la fin. Imaginez recevoir l'appel, signer le document, rire de joie. Ressentez la réalité émotionnelle de cette scène. Neville disait « le sentiment du vœu exaucé doit être ressenti avant l'accomplissement ». Vous pouvez également réviser votre passé. Prenez un souvenir qui a formé une croyance limitante et réécrivez-le. Voyez-le se terminer différemment. Cela adoucit l'émotion qui y est liée et remodèle le concept de soi qu'il a créé. Ce ne sont pas des jeux de fantaisie, ce sont des actes de création, une création consciente et intentionnelle. Parce que lorsque vous persistez à supposer quelque chose de nouveau, votre monde n'a d'autre choix que de s'y conformer. Alors demandez-vous, que ressentirais-je, croirais-je et ferais-je si j'étais déjà cette version de moi? Vivez à partir de cette réponse. C'est ainsi que le script change. Lâcher prise ne signifie pas devenir passif. Cela signifie prendre le contrôle de votre état intérieur, surtout lorsque le monde extérieur semble peu coopératif. Neville mettait l'accent sur la non-réactivité. Les apparences ne sont pas des faits, disait-il, mais des reflets d'anciennes suppositions. Si vous y réagissez, vous les consolidez. Si vous restez immobile, vous les dissolvez. C'est là que le stoïcisme devient un allié puissant. Les stoïciens enseignaient le détachement émotionnel, non pas la froideur, mais la clarté. Ils demandaient « Est-ce que cela aura de l'importance dans 5 ans ?» et « Est-ce que cela est sous mon contrôle ?» De même, Neville encourageait le détachement des résultats. Non pas parce que le désir n'a pas d'importance, mais parce que vous l'avez déjà. Si vous croyez vraiment que votre vœu était exaucé, paniqueriez-vous encore face au retard? La maîtrise émotionnelle signifie rester fidèle à votre vision, pas à votre humeur. Un homme perd un client. Au lieu de sombrer, il revient à l'état de déjà être réussi. En quelques jours, une meilleure opportunité se présente. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un alignement. Le monde ne vous teste pas, il vous répond. Et la façon dont vous répondez à la vie est une déclaration de qui vous croyez être. Alors la prochaine fois que le chaos se présente, demandez-vous, est-ce que je réagis comme la version de moi qui ne l'a pas? Ou est-ce que je réponds comme celle qui l'a déjà? Votre réponse détermine l'avenir. Si les mots de Neville ont remué quelque chose en vous aujourd'hui, attendez de voir ce qui vous attend dans le commentaire épinglé. Laissez quelque chose d'inattendu vous trouver. Ce n'est pas un argumentaire de vente, juste une porte d'entrée. Flottez, pas forcer. Il existe une intelligence naturelle dans la vie qui vous porte lorsque vous cessez de lui résister. Les taoïstes appelaient cela le Wu Wei, l'art de l'action sans effort. Ce n'est pas de la passivité, c'est du pouvoir sans tension, une direction sans contrôle, un mouvement sans friction. Cette idée semble contredire tout ce qu'on nous a enseigné. On vous a dit de travailler dur, de vous démener, de pousser plus fort, de travailler plus longtemps. On vous a dit que les résultats ne viennent que lorsque vous transpirez pour eux. Mais regardez autour de vous, combien de personnes sont épuisées, à bout de souffle, courant après des objectifs qui n'arrivent jamais, combien s'accrochent aux résultats pour se retrouver encore plus loin de la paix. Maintenant, comparez cela avec quelqu'un qui est dans le flux. Avez-vous déjà eu un moment où tout s'est mis en place? Vous ne réfléchissiez pas trop? Vous ne forciez pas? Vous étiez simplement présent? Et tout s'est déroulé presque magiquement? Ce n'était pas de la chance. C'était un alignement.
La version du flux de Neville Goddard se trouvait dans l'expression « vivre à la fin ». Il disait « Soyez immobile et sachez que vous êtes. Vous êtes ce dont vous êtes conscient d'être. » En d'autres termes, ce que vous supposez être vrai, ce que vous êtes, détermine la qualité et la direction de votre vie. Et lorsque vous vous imprégnez pleinement de la supposition que votre désir est déjà réalisé, il n'y a plus rien à forcer. Il n'est plus nécessaire de courir après ce que vous avez déjà reçu intérieurement. Neville mettait en garde contre les efforts. Il disait « Vous n'avez pas à travailler pour que cela se réalise. C'est déjà le cas. » La plupart des gens vivent en contradiction constante avec cela. Ils affirment l'abondance, mais agissent par peur. Ils parlent d'amour, mais agissent par solitude. Ils essaient de faire en sorte que cela se produise, plutôt que de découler du fait de savoir que c'est déjà le cas. Décomposons cela. La force vient de la peur. Elle vient de la croyance que si je ne contrôle pas cela, je vais le perdre. Cette croyance diffuse immédiatement au monde un état de manque. Un message subconscient qui dit « Je ne crois pas que la vie me soutiendra ». Le flux, en revanche, naît de la foi. Pas d'une foi aveugle, mais d'une conviction intérieure profonde que ce qui est à moi me trouvera, et que je n'ai pas besoin de courir après ou de m'accrocher pour que cela se produise. Il ne s'agit pas de ne rien faire. Il s'agit de faire les bonnes choses à partir du bon état d'esprit. Une femme nommée Olivia avait passé des années à essayer de forcer son entreprise de coaching à réussir. Chaque semaine, elle changeait de stratégie, ajustait ses prix, réécrivait son image de marque. Elle restait éveillée tard pour essayer de tout comprendre, mais son énergie était frénétique. Ses actions provenaient de la peur de ne pas être à la hauteur. Finalement, épuisée, elle s'est arrêtée. Elle est revenue au sentiment d'être déjà la femme avec une entreprise florissante. Elle s'imaginait se réveiller calme, des emails de clients affluents, se sentant alignée et valorisée. Elle s'est autorisée à s'imprégner de cet état, profondément, constamment, sans vérifier le monde extérieur pour obtenir une validation. En un mois, une vieille connaissance l'a contactée, lui demandant si elle pouvait coacher une petite équipe. Cette équipe s'est transformée en un contrat d'entreprise. Ce contrat a conduit à des recommandations. Non pas parce qu'elle a poussé, mais parce qu'elle a permis. Lorsque vous êtes dans le flux, les choses se mettent en place non pas par votre manipulation, mais par votre magnétisme. Neville a utilisé l'exemple d'un homme qui voulait aller à la Barbade. Il n'a pas supplié ou essayé d'économiser sans fin. Il s'est simplement imaginé déjà là-bas, sentant la brise chaude, voyant l'île, vivant la scène. Et puis, de façon inattendue, son frère lui a envoyé un billet. Pas d'effort, juste un alignement. Voici ce qui est important. Le flux ne signifie pas être passif. Cela signifie agir en harmonie avec votre état désiré. Cela signifie abandonner le besoin de contrôler chaque étape et faire confiance au fait que l'intelligence derrière toute la création, appelez-la Dieu, le subconscient, l'univers, connaît le chemin mieux que vous. C'est pourquoi Neville mettait l'accent sur l'immobilité. Dans l'immobilité, vous entendez les conseils subtils. Vous ne réagissez pas par panique, mais vous répondez avec clarté. Alors, comment passer de la force au flux? Tout d'abord, reconnaissez où vous poussez. Y a-t-il un objectif que vous poursuivez avec tension? Vous accrochez-vous au résultat? Rafraîchissez-vous la page? Vérifiez-vous les messages? Attendez-vous une validation? Si c'est le cas, reculez. Revenez au sentiment du vœu exaucé. Imaginez la fin déjà réalisée. Non pas un jour, mais maintenant. Que ressentiriez-vous si c'était déjà fait? Comment bougeriez-vous? Parleriez-vous? Respireriez-vous? Vivez à partir de cela. Ensuite, laissez l'action se produire naturellement. Parfois, cela signifie tendre la main. D'autres fois, cela signifie attendre. La différence ne réside pas dans l'action, mais dans l'état d'esprit d'où elle émerge. Vous pouvez envoyer un email par peur ou par foi. Vous pouvez construire quelque chose à partir du manque ou à partir de l'amour. L'extérieur peut sembler le même, mais les résultats ne le seront pas. N'oubliez pas, votre état d'esprit est la graine, votre monde est la récolte. Neville disait « Supposez le sentiment du vœu exaucé et continuez dans cette supposition jusqu'à ce qu'il se manifeste. » C'est cela le flux. Il ne s'agit pas d'absence d'effort, il s'agit d'un alignement sans effort. La rivière n'a pas besoin de pousser. Elle se déplace par le chemin de la moindre résistance, et pourtant, elle creuse des vallées et façonne des montagnes. À quoi ressemblerait votre vie si vous cessiez d'essayer de forcer les portes à s'ouvrir? Et si vous commenciez à croire qu'elles étaient déjà déverrouillées? Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur. Vous n'avez pas besoin de courir après ce qui est déjà à vous dans l'imagination. Vous avez seulement besoin de le sentir réel et de le laisser se dérouler, non pas par la pression, mais par la présence. Alors demandez-vous maintenant, dans ce domaine de ma vie, est-ce que je force ou est-ce que je flotte? Laissez cette réponse vous ramener à l'immobilité. Laissez-la vous ramener à vous-même. La vie est un jeu, pas un test.
La plupart des gens vivent comme si la vie était une corde raide, étroite, impitoyable, avec la peur constante de tomber. Chaque décision ressemble à un examen final. Chaque revers, un échec personnel. Il y a une pression pour être parfait, pour réussir rapidement, pour éviter de faire des erreurs, pour prouver sa valeur à chaque tournant. Mais cette approche étouffe la chose même qui apporte le succès, la liberté créative. Neville Goddard ne considérait pas la vie comme un test. Il la voyait comme une scène, un endroit où la conscience joue tous les rôles, écrit chaque ligne et dirige chaque scène. Il disait « Le drame de la vie est un drame psychologique, dans lequel toutes les conditions, les circonstances et les événements de votre vie sont réalisés par vos suppositions. Ce n'est pas le langage d'un univers dur qui note chacun de vos mouvements. C'est le langage d'un être créatif, qui façonne l'expérience à travers la croyance intérieure. Alors, pourquoi tant de gens traitent-ils la vie comme un tribunal, plutôt que comme une toile? Parce qu'on nous a conditionnés à cela. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à rechercher l'approbation, à trouver la bonne réponse, à ne pas faire d'erreur, à faire comme tout le monde, à réussir du premier coup. Nous internalisons l'idée que la vie récompense la conformité, pas la créativité, qu'elle honore la performance, pas la présence. Mais regardez de plus près. Les personnes qui créent des vies extraordinaires sont rarement celles qui ont suivi les règles sans les remettre en question. Ce sont celles qui ont osé voir la vie différemment, qui l'ont perçue non pas comme un chemin à endurer, mais comme un champ à explorer. Les enseignements de Neville nous rappellent que la vie ne répond pas seulement à l'effort ou à la vertu, mais à l'imagination et au sentiment. Que ce que vous vivez n'est pas le résultat d'un test cosmique que vous essayez de réussir, mais un miroir de ce que vous avez accepté comme vrai en vous. Donc, si votre monde vous semble petit, dur ou plein de difficultés, ce n'est pas un échec. C'est le reflet du scénario que vous répétez inconsciemment. Mais voici la liberté. Vous pouvez réécrire le scénario. Quand vous commencez à voir la vie comme un jeu, quelque chose change. Vous cessez de vous accrocher si fort. Vous expérimentez davantage. Vous risquez davantage. Vous vous autorisez à échouer. Non pas parce que vous aimez l'échec, mais parce que vous savez que ce n'est pas définitif. C'est juste une partie de l'intrigue. Imaginez que vous regardiez un film où rien ne va mal. Pas de tension, pas de défi, pas de rebondissements inattendus. Le regarderiez-vous? Vous en souviendriez-vous? Toute grande histoire a besoin de contraste. Et votre vie n'est pas différente. Neville a dit « Changez votre conception de vous-même et vous changerez automatiquement le monde dans lequel vous vivez. » Ce changement commence lorsque vous cessez de traiter chaque instant comme un scénario de réussite-échec et que vous commencez à l'aborder comme une scène d'une pièce de théâtre que vous êtes libre de mettre en scène. Même les soi-disant erreurs deviennent utiles. Elles révèlent ce qui est encore présupposé à l'intérieur. Si quelque chose d'indésirable apparaît, ce n'est pas une punition, c'est un retour d'information. C'est le subconscient qui dit « Voilà ce que vous croyez encore être vrai. Maintenant, vous avez le choix. » Non pas de réagir avec peur ou blâme, mais de revoir le scénario, d'aller à l'intérieur et de supposer quelque chose de nouveau, d'entrer dans un état différent. Et c'est là que réside le pouvoir. Non pas dans le contrôle, mais dans la supposition. Non pas dans le fait d'avoir raison, mais dans le fait d'être imaginatif. Pensez à un enfant qui joue. Il peut passer de pirate à astronaute en un clin d'œil. Il crée des mondes avec des boîtes en carton et des couronnes en papier. Il n'attend pas que les conditions soient parfaites. Il décide que c'est réel et vit à partir de cette décision. Neville appelait cela « vivre dans l'imagination ». Le monde intérieur devient plus réel que l'extérieur. Vous vivez à partir de la fin, non pas parce que vous fuyez la réalité, mais parce que vous comprenez qu'elle est façonnée par votre état interne. Il y a l'histoire d'un acteur qui avait du mal à décrocher des rôles significatifs. Chaque audition ressemblait à un test. Il y allait tendu, préparé, désespéré d'être choisi. Mais rien ne se concrétisait. Puis quelque chose a changé. Il a cessé d'essayer de réussir. Il a commencé à se voir non pas comme quelqu'un qui essayait de percer, mais comme quelqu'un qui vivait déjà son rêve. Il répétait non pas pour être approuvé, mais pour la joie. Il imaginait les appels téléphoniques, les célébrations, le sentiment d'accomplissement. Non pas un jour, mais maintenant. Peu de temps après, des opportunités se sont présentées. Non pas parce qu'il a changé de tactique, mais parce qu'il a changé d'identité. C'est ça, le jeu. Tout est intérieur. Le monde joue le rôle que vous assumez. Et si vous supposiez que toute cette expérience n'était pas une épreuve, mais un terrain de jeu? Et si vos retards n'étaient pas des rejets, mais des redirections? Et si vos soi-disant échecs n'étaient rien de plus que des scènes mal distribuées dans une performance plus vaste? Une performance que vous avez toute la permission de réécrire. Il n'y a pas de jugement final qui vous attend à la fin de votre voyage. Seulement le déploiement de ce que vous avez osé supposer et dans lequel vous avez persisté. La vie ne vous demande pas de bien faire. Elle vous invite à faire preuve de créativité.
Quand vous voyez la vie comme un jeu, et non comme un test, vous cessez de vous recroqueviller de peur, et vous commencez à vous épanouir dans la possibilité. Vous commencez à poser de nouvelles questions. Et si j'essayais ça? Et si je jouais avec cette idée? Et si je laissais tomber les règles et que je faisais confiance aux sentiments à la place? Et dans cet espace, quelque chose de beau s'ouvre. La liberté, la spontanéité, la confiance sans effort. Alors, la prochaine fois que vous vous surprendrez à essayer de prouver quelque chose, arrêtez. Vous n'êtes pas noté, vous êtes reflété, et le reflet change toujours quand le joueur change. Maintenant, la vraie question devient, quel rôle êtes-vous prêt à jouer ensuite? Il existe une façon de vivre, une façon d'évoluer dans le monde, qui n'exige pas d'épuisement, qui ne repose pas uniquement sur la volonté et qui ne sacrifie pas votre paix intérieure à la poursuite de résultats extérieurs. Il ne s'agit pas d'abandonner, il s'agit de céder, à l'alignement, au flux, à ce que Neville Goddard appelait l'état du désir accompli. C'est le chemin de la moindre résistance. Il est souvent mal compris. Les gens l'entendent et pensent que cela signifie ne rien faire, prendre des raccourcis ou éviter les difficultés. Mais ce chemin ne consiste pas à échapper aux défis. Il s'agit de ne plus être en conflit avec soi-même. Commençons par une simple vérité. La vie répond à votre état de conscience dominant. Si vous croyez que le succès doit être gagné par une lutte constante, alors ce sera votre expérience. Vous attirerez des obstacles, des retards et des efforts sans fin. Non pas parce que la vie est cruelle, mais parce que vous avez supposé que c'est la seule façon dont le succès peut se produire. Neville a dit, vous n'avez pas à travailler pour que cela se produise. C'est déjà le cas. Il n'encourageait pas l'inaction. Il pointait vers une compréhension plus profonde de la causalité. Le monde extérieur n'est pas mu par l'effort. Il est mu par l'identité. Ce que vous êtes intérieurement détermine ce qui apparaît extérieurement. Lorsque vous vivez dans la résistance, vous pouvez toujours agir, mais l'énergie derrière cette action est la peur, la force ou le contrôle. Vous essayez de plier les circonstances à votre volonté. Vous courez après les résultats, au lieu de devenir la version de vous-même qui les attire naturellement. Et voici le paradoxe. Plus vous courez après, plus vous affirmez que vous ne l'avez pas déjà. Plus vous forcez, plus vous vous séparez de la facilité de recevoir. C'est pourquoi le chemin de la moindre résistance est important. Il ne s'agit pas d'éviter l'action. Il s'agit de permettre à l'action d'émerger d'un lieu de clarté, de foi et d'alignement intérieur. Il s'agit de faire ce qui se sent en harmonie avec votre réalité désirée et non ce qui se sent lourd, anxieux ou désespéré. Imaginez deux personnes essayant d'atteindre le même objectif. Une personne croit qu'elle doit lutter, surpasser tout le monde et sacrifier sa paix pour le succès. Elle microgère chaque détail, doute de chaque pas et s'épuise à essayer de contrôler les résultats. C'est le chemin de la plus grande résistance. L'autre personne garde la fin en tête. Elle a supposé le désir accompli. Elle a confiance que les bonnes opportunités se présenteront au bon moment. Elle agit toujours, mais seulement lorsqu'elle est inspirée. Seulement lorsque cela se sent aligné avec la version d'elle-même qui a déjà ce qu'elle veut. Elle n'est pas passive. Elle est précise. Son énergie est propre. Ses actions sont claires. Et elle évolue dans la vie non pas comme un mendiant espérant être choisi, mais comme un créateur incarnant le choix qu'elle a déjà fait dans la conscience. Neville parlait souvent du pont des incidents, le déroulement naturel des événements qui vous mènent de votre réalité actuelle à celle que vous avez imaginée. Mais pour traverser ce pont, vous devez marcher dans la foi. Vous devez cesser d'essayer de construire le pont vous-même et plutôt avoir confiance que dès que vous changez votre état, le chemin commence à apparaître. Alors, comment marchez-vous sur ce chemin? Tout d'abord, remarquez où vous luttez. Où dans votre vie essayez-vous de faire en sorte que cela se produise par pur effort? Où travaillez-vous contre vous-même, en ignorant votre intuition ou en forçant un plan qui ne se sent plus vivant? La plupart des gens passent outre leur guidance intérieure par peur. Ils continuent sur des chemins qui les épuisent, poursuivent des relations qui ne correspondent plus, ou s'accrochent à des stratégies qui se sentent mal alignées. Tout cela parce qu'ils ont peur de faire confiance au fait que quelque chose de mieux apparaîtra. Mais la vie ne récompense pas le sacrifice. Elle reflète la croyance. Si vous croyez que la facilité est dangereuse, vous résisterez au flux même qui veut vous porter. Si vous croyez que l'abandon équivaut à la faiblesse, vous vous accrocherez au contrôle même lorsque cela fait mal. Et si vous croyez que vous devez toujours faire plus pour recevoir plus, vous vous épuiserez à courir après ce qui aurait pu arriver sans effort, si seulement vous l'aviez permis. Le chemin de la moindre résistance vous invite à écouter plus que vous ne poussez. Il vous demande de prêter attention aux changements subtils d'énergie, aux coups de pouce intérieurs qui disent « c'est juste » ou « cela ne correspond plus ». Il vous enseigne à faire confiance au rythme plus profond de votre vie, celui que vous n'avez pas besoin d'orchestrer, seulement d'y répondre. Il y a l'histoire d'une femme nommée Clara.
qui a passé des années à essayer de forcer sa carrière dans une forme particulière. Elle avait les qualifications, les plans et la discipline, mais rien n'a fonctionné. Elle a sauté d'emploi en emploi, chacun la laissant plus insatisfaite que le précédent. Finalement, épuisée et confuse, elle a cessé d'essayer de forcer les choses. Elle s'est tournée vers l'intérieur. Elle a demandé « Que ferais-je si je me sentais déjà libre, réussi et épanoui ?» La réponse l'a surprise. Ce n'était pas un titre, ou une entreprise, ou un plan. C'était un sentiment, un profond sentiment de contribution et de créativité. Alors elle a suivi ce sentiment. Elle a recommencé à écrire, ce qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Elle a commencé à partager des idées en ligne, non pas pour être vue, mais parce que cela se sentait vrai. En quelques mois, ses écrits atteignaient des milliers de personnes. Un éditeur l'a contactée. Une nouvelle carrière s'est déroulée, non pas parce qu'elle l'a forcée, mais parce qu'elle a suivi le chemin qui ressemblait le plus à elle-même. C'est le pouvoir de l'alignement. Les enseignements de Neville le rendent clair. Vous devez supposer la fin, puis laisser les moyens se dérouler. Le « comment » n'est pas votre travail. Votre travail est de demeurer dans l'état d'avoir déjà, d'être déjà épanoui. À partir de cet état, l'action n'est plus une résistance, c'est un flux. Vous bougerez toujours, vous créerez toujours, mais l'énergie sera différente. Vous cesserez de demander « Que dois-je faire pour obtenir cela ?» et commencerez à vivre comme celui qui l'a déjà. Ce changement subtil change tout. Alors, demandez-vous « À quoi ressemblerait ma vie si je faisais plus confiance que je ne contrôlais ? Quelles décisions cesserais-je de forcer ? Quelles opportunités laisserais-je entrer ? Quel chemin explorerais-je ? Non pas parce qu'ils sont garantis, mais parce qu'ils se sentent vivants. Le chemin de la moindre résistance est celui qui s'aligne avec votre identité supposée. Il n'est peut-être pas le plus familier. Il n'est peut-être pas celui que les autres s'attendent à ce que vous preniez. Mais il se sentira comme la vérité. Et lorsque vous le suivrez, vous constaterez que la vie commence à coopérer avec votre vision, non pas parce que vous vous êtes battu pour elle, mais parce que vous l'êtes devenu. Et dans le calme qui suit, vous réaliserez. Il n'y avait jamais rien à poursuivre. Il n'y avait que quelque chose à se rappeler. Qui vous êtes, ce que vous possédez déjà à l'intérieur. Et la facilité avec laquelle cela coule lorsque vous cessez enfin de vous mettre en travers de votre propre chemin. Vous êtes arrivé à la partie finale et la plus importante de ce voyage, la partie où la connaissance devient expérience, où la théorie est mise de côté au profit de la transformation, et où votre identité ne dérive plus dans la direction des circonstances, mais s'ancre dans la supposition de l'épanouissement. Neville Goddard l'a clairement dit. Assumez le sentiment du désir accompli et continuez dans cette supposition jusqu'à ce qu'elle se manifeste. Ce n'est pas un acte temporaire d'imagination, c'est un changement durable en soi. Et maintenant, le défi est le suivant. Pendant 7 jours, vivez à partir de la fin, pas comme une métaphore, pas comme un exercice spirituel que vous essayez une fois avant de dormir, mais comme votre nouvelle façon d'être, comme l'identité que vous refusez de trahir, peu importe ce que le monde extérieur semble dire. Ce défi ne consiste pas à visualiser plus fort. Il s'agit de changer la façon dont vous vous voyez. Il ne s'agit pas de forcer le changement. Il s'agit de devenir la cause du changement. Voici comment cela fonctionne. Pour les 7 prochains jours, sélectionnez un désir, quelque chose de réel, quelque chose de spécifique, quelque chose qui compte pour vous. Ensuite, définissez clairement qui vous seriez si ce désir était déjà accompli. Que ressentirait cette version de vous tout au long de la journée? Comment parlerait-elle, marcherait-elle et penserait-elle? Comment répondrait-elle aux problèmes, non pas par espoir, mais par certitude? Il ne s'agit pas de faire semblant, il s'agit d'incarnation, parce que l'identité n'est pas contenue dans les mots, mais dans l'état. Et lorsque l'état est changé, le monde se reconfigure inévitablement pour le refléter. Disons que votre désir est la liberté financière. Pendant 7 jours, vous n'affirmez pas seulement la richesse, vous évoluez dans votre journée comme la personne qui sait déjà que les ressources affluent vers elle. Vous choisissez vos mots avec soin. Vous ne vous plaignez pas de l'argent. Vous ne répétez pas le manque. Vous maintenez la posture, l'état d'esprit et la paix intérieure de quelqu'un dont les besoins sont déjà satisfaits. Si votre désir est l'amour, vous ne passez pas la semaine à espérer que quelqu'un arrive. Vous traversez votre vie comme quelqu'un qui est déjà aimé. Vous vous réveillez avec cette chaleur. Vous bougez avec cette sécurité intérieure. Vous ne scrutez pas le monde à la recherche de preuves. Vous apportez la preuve avec vous, dans votre état. Si votre désir est un but, ou une guérison, ou une nouvelle opportunité, vous supposez que c'est déjà fait, et vous commencez à voir le monde à travers cette supposition. Et que se passe-t-il lorsque le doute surgit? Parce qu'il le fera. Le monde que vous avez déjà créé essaiera de vous ramener à l'ancien soi. Le téléphone ne sonnera pas, les chiffres ne changeront pas, les gens ne répondront pas comme vous le souhaitez, et dans ces moments-là, vous serez tenté d'abandonner l'état.
Mais Neville nous a appelés à rester fidèles. Il a dit « La foi et la loyauté à la réalité invisible ». Et c'est le véritable test, non pas la profondeur avec laquelle vous pouvez visualiser, mais le calme avec lequel vous pouvez rester dans votre identité désirée, même lorsque le monde ne s'est pas encore mis à niveau. Ce n'est pas passif, c'est la chose la plus courageuse que vous puissiez faire. Parce que pendant 7 jours, vous cesserez de réagir, vous cesserez de courir après, vous cesserez d'affirmer ce que vous ne voulez pas. Et au lieu de cela, vous vivrez comme la personne qui est déjà. 7 jours, non pas pour gagner votre désir, mais pour revenir à la version de vous-même qui n'a jamais eu besoin d'eux. La version qui a simplement supposé « est permis ». Consultez le commentaire épinglé, ouvrez une page et laissez Neville parler directement à l'état dans lequel vous êtes prêt à entrer.